Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Africa TV dans le cadre de cette autre édition de la Grande Question. Demain, c'est le 8 mars et comme chaque année depuis son officialisation en 1977, la communauté internationale célèbre la femme. La journée internationale de la femme, puisqu'il s'agit d'elle, est l'occasion de se poser et de penser la réalité de la femme dans son rapport avec l'homme ou alors dans son rapport avec la société de manière générale. Loin des strass et paillettes, des activités sportives, des fêtes et surtout des tissus pagne, à quoi renvoie concrètement le concept d'égalité qui sous-tend, qui est le cœur même de cette célébration? Pour tenter une immersion dans ce sujet, nous avons sur le plateau trois personnalités ou alors trois personnes de profils divers. À ma gauche, nous avons Boutia Kezia, étudiante en édition et art graphique à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Good afternoon, Kezia. Good afternoon, Fabrice. How are you? I'm fine, and you? I'm fine. Okay. Puis, puisqu'il fallait être dans le cadre de la parité et donner la voix aussi aux hommes, nous recevons Donatien Benti, professeur des lycées d'enseignement général, spécialité lettres et littérature française. Par ailleurs, auteur d'un roman qui exprime notamment le combat ou bien alors le sujet que nous avons en débat aujourd'hui. Bonsoir, Monsieur Benti. Bonsoir, Fabrice. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous, Oui, d'être parti d'Obala, c'est bien cela? oui, dans la Leki, Dans la Leki. dans la banlieue de la ville de Yaoundé. Ok. Et comment se passe le préparatif de la célébration là-bas? Oui, les préparatifs vont bon train. Obala n'est pas en marche, ne vit pas, comment on dira, Obala n'est pas en marche des activités, ne vit pas à l'enclos. Obala est une banlieue où les activités se mènent, le débat à sa place, les activités vont bon temps là-bas et la fête se prépare de manière sereine. D'accord. Alors pour finir, notre troisième panéliste est le docteur Armel Souka, expert en droit de l'homme, chercheur à l'université, ancien chercheur à l'université Yaoundé 2 et au centre d'études et de recherche en droit international et communautaire. Si je ne m'abuse, elle me corrigera. Bonsoir docteur. Une présentation très juste, Fabrice. Bonsoir à vous. C'est un plaisir, c'est un honneur d'être parmi vous cet après-midi. Merci beaucoup, docteur. Et pour rentrer immédiatement dans le vif du sujet, puisque l'experte en droit de l'homme est là, le docteur Sokapeyou, comment comprenez-vous, alors, selon vous, quel est le sens à donner à la notion d'égalité? Alors, il faut peut-être mettre en contexte la célébration du 8 mars et partir des éléments de consécration internationale des droits de la femme. Pour dire que dans le cas du Cameroun, l'État du Cameroun a souscrit un certain nombre d'engagements internationaux en ce qui concerne les droits de la femme. Tout simplement parce que, pour partir d'un constat très simple, les femmes constituent plus de 52% de la population mondiale à ce jour. Mais c'est une composante du dividende démographique qui est encore, on va dire, sous-estimée. Peut-être à cause des caractéristiques physiologiques qu'elle présente. Elle semble être ce qu'on résume généralement dans le qualificatif de sexe faible. Et alors, derrière ces clichés, on constate un certain nombre de violations de droits de la personne, de discrimination dont la femme fait encore trop souvent l'objet. Et donc, au regard de ces facteurs-là, présentés globalement ainsi, la communauté internationale, sous l'égide des Nations Unies, a consacré un certain nombre d'instruments auxquels, pour revenir à notre contexte, le Cameroun a largement souscrit. L'instrument majeur étant
la Convention pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes, qui a été ratifiée par l'État du Cameroun et qui fait état d'un certain nombre de droits qui doivent être respectés au bénéfice de la composante de sexe féminin. Au-delà de cet instrument majeur, il y en a beaucoup d'autres. On peut parler des conventions de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, qui concernent la femme. De nombreuses conventions concernent la prise en charge de la spécificité de la femme dans l'environnement professionnel. Elles vont se rapporter au travail de nuit pour les femmes, au travail minier pour les femmes, à la maternité, au travail de la jeune fille, ainsi de suite, à l'autorisation conjugale qui peut être requise pour l'exercice de certains emplois. Et l'État du Cameroun a largement souscrit à tous ces instruments. On va voir également au-delà de l'espace universel où on va avoir d'autres conventions sur la discrimination raciale qui vont aborder de manière connexe la question du statut des femmes, convention sur les droits de l'enfant. On va avoir des instruments régionaux pour revenir au contexte africain, au premier rang desquels il faut signifier que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples consacre l'égalité et la non-discrimination. Le système africain est également riche d'instruments spécifiques aux femmes. On a le protocole additif à la Charte africaine sur le droit des femmes, le protocole de Maputo, qui énumère dans le contexte africain les violations spécifiques, récurrentes que les femmes rencontrent et consacre une protection supplémentaire au bénéfice des femmes en matière d'accès aux ressources, en matière d'emploi, en matière d'éducation, en matière de santé sexuelle et reproductive. C'est dire, mon cher Fabrice, que l'Afrique n'est pas en reste et que la question de l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas une question venue d'ailleurs, ce n'est pas le problème des autres. Parce qu'au rang des clichés, on dit souvent que ces choses des Blancs-là, c'est une réalité qui est toute africaine. Et donc, mis ainsi en contexte, on peut se demander aujourd'hui, le thème de cette édition étant l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, quel est le sens de l'égalité? C'était la question que vous avez posée. Qu'est-ce qu'on met dans l'égalité entre l'homme et la femme? Déjà, égalité entre qui et pourquoi égalité? Et en posant la question, on peut sortir des considérations juridiques pour questionner nos réalités sociales et dire, est-ce qu'il y a un problème d'égalité entre l'homme et la femme au Cameroun? Je préfère laisser la question ouverte pour entrer dans le vif du sujet et peut-être revenir plus tard pour exprimer la position du droit et peut-être de nos politiques publiques sur la question. D'accord. Alors peut-être avant de passer à M. Mbenti qui nous donnera sa perception, je voudrais revenir sur l'appropriation par les pays africains des instruments internationaux en posant la question de savoir est-ce qu'il y a une identité de conception sur la notion de droit de l'homme? La réalité africaine peut-elle être assimilable ou bien identique à celle des autres contextes d'après vous? Non, tout de suite, parce que les questions de droits humains ont certes une dimension universelle, pour venir sur ces considérations doctrinales-là. Elles ont certes une dimension universelle, mais dans leur expression, elles se posent en termes d'ancrage spécifique et tenant compte des réalités identitaires et culturelles d'un environnement donné. Le système européen des droits de l'homme a ses spécificités différentes de celles du système interaméricain et différentes de celles du système africain. Et c'est pour ça que, partie des éléments de consécration universelle, pour voir ce que tous les États
Aujourd'hui, on en partage. On est revenu sur le système africain pour présenter les spécificités propres à notre environnement dans le traitement ou l'adressage de la question. D'accord. Alors, Monsieur Menti, selon vous, c'est quoi, qu'entendez-vous par égalité en fait? Oui, merci Fabrice. Se proposer d'envisager la question d'égalité homme-femme dans notre contexte aujourd'hui nous fait obligation, dans cette mesure, d'interroger notre histoire, histoire d'homme, histoire d'Africain, parce que notre sociologie dévoile que, donne à penser que nous avons longtemps vécu sous le régime de ce qu'on peut appeler la phallocratie. En Afrique, dans la majorité des sociétés africaines, c'est l'homme qui est le chef. C'est l'homme qui oriente, c'est l'homme qui dirige. Donc, vous n'avez qu'à voir dans notre tradition, les femmes, déjà, je ne dirais pas qu'elles étaient totalement opprimées, mais il y avait quand même un certain nombre de restrictions. Face à un problème, les hommes allaient en conciliabule et débattaient, et c'est de là que pouvait venir la solution. Bon, aujourd'hui, face à la modernité, avec l'arrivée de la colonisation, de la civilisation occidentale, nous sommes nous retrouvons à la croisée des chemins. Et nous sommes appelés à prendre position. Il ne s'agirait pas certes ici de balayer d'un revers de la main, tout notre passé, mais il s'agit d'ouvrir des brèches. Ouvrir des brèches dans l'optique d'aérer cet univers, cette maison qui commence déjà peut-être à étouffer sous le poids des traditions. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, nous sommes appelés à évoluer. Évoluer veut dire, à mon sens, intégrer la donnée moderne, mais toutefois, ne pas rejeter notre histoire. Donc, en cela, en se proposant d'aller vers le sens de la modernité, je dirais que nous sommes appelés à réfléchir de manière un peu plus rationnelle sur la question de la femme. La femme aujourd'hui, c'est le pilier de la famille. La femme, c'est le symbole de la sagesse. La femme, c'est le symbole de l'amour. Parce qu'à l'Afrique, n'oubliez pas, l'Afrique a ce supplément d'âme. Parce que la femme, vous voyez, nous sommes le continent qui aime la vie et valorise la vie. Nous avons le respect de la vie, l'amour de la vie et le respect de la vie. En cela, donc, les théories qui nous viennent de l'Occident aujourd'hui, les théories libertaires, et je dirais même liberticides, qui nous viennent de l'Occident aujourd'hui, tendant à détruire la famille, tendant à rejeter, à vouloir attribuer le rôle de femme à tout un chacun, je ne sais pas. Donc, l'Afrique est le continent de la vie, l'Afrique est le continent de l'amour, l'Afrique est le continent de la famille. Donc, en cela, donc, à envisager donc, la question de la femme revient donc à s'interroger dans le sens de la modernité. Quel est le rapport? Alors, comment peut-on construire des rapports harmonieux dans le cadre du contexte actuel entre l'homme et la femme? Bon, parce qu'en en tenant compte des données historiques, comment envisager, comment repenser le rapport homme-femme aujourd'hui dans le sens de la modernité, où nous sommes face à un discours. Les colons nous ont enseigné le discours chrétien qui valorisait la vie, mais aujourd'hui, nous sommes face à il se produit des discours de divers types qui tendent à semer de la confusion dans les esprits. Comment donc envisager la nouvelle donne? Comment donc repenser le statut de la femme aujourd'hui au regard de notre histoire qui ne lui faisait pas déjà, on peut dire, la part belle, qui tendait quand même quelque part à la discriminer. Donc, de manière globale, voilà ce que je peux dire en guise de propos liminaires. Merci. Kezia? Okay, I'll first like to start by defining from my own point of view what I understand by equality. Equality in the general context is sharing the same resources. It's like sharing the same resources or sharing the same opportunities
to every individual or a group of people. Then if we want to associate it to this context of women and men, or let me say female and male, equality noun is sharing these resources, the status resources and the opportunities here in the context to the same to women as the same to men. Then when we talk of the gender equality noun in the African context, we see that, as we always say, a woman's place is in the kitchen. It's true that even God said in Ephesians chapter 5 verses 22 that women, submit yourselves to your husband as to the Lord. But in our African way of life, we have taken it to another level. We use this equality because God said women should submit to men as to the Lord. People are taking it now into a different direction, different dimension, that a woman's place, a woman has no say in the society, she has no say at home, she should shut up when a man is talking, she has no decision to take, and also when he speaks, she should not back up, even though she has something to add to it. She's like, there are certain decisions that men take without including women. So this day now is to show that, is to prove that women too can be considered in the society. And also this equality now, they are now fighting, looking for ways to bring up solutions into the society, solutions that can fight against the gender inequality. But it doesn't mean that we are saying we can fight with men or what men. It's true that people say what a woman does, a man can do better. We accept the men the way they are, we treat them how they are, and they too should accept us the way we are. They should not show inferiority towards us, because we know men, as usual, always say they should be superior to women, but it's just a way to show that there should not be gross exaggeration. They should consider us the way we are. If we want to say something in the society, they should allow us speak, because one never knows what we can say can be a source of inspiration or something that can add to their proposition. So that's what I want to say about the equality. Equality to me now here is trying to show or fight to bring up our own point of view on certain things, show the men that they can't just work alone. Anything they do, a woman must be by their side, because a woman is there to help also the men. That's what I have to say. Merci, Kezia. Alors, oui, pardon. Monsieur Mbenti, pour revenir à votre compréhension tout à l'heure, je sais qu'on t'a dit un peu à robot ce que vous souvenez tout à l'heure sur le fait de la place de l'homme, qui était la place centrale. Lui, en 1960, dans son ouvrage L'unité culturelle de l'Afrique noire, affirmait déjà avec conviction que les sociétés africaines étaient essentiellement matriarcales. Patriarcale, c'est l'arrivée des religions monothéistes d'une part et du colonialisme européen d'autre part qui a perturbé une organisation sociale dans laquelle la femme détenait une place centrale, sinon plus importante que l'homme. Peut-être que là... Je voulais réagir justement oui, à ce propos. Oui, docteur. Je félicite l'intervention de mes copanélistes dans laquelle je relève des vérités et des contre-vérités. Il faut dire que le cliché populaire en Afrique veut que la question de l'autonomisation des femmes, l'égalité de sexe, soit une importation occidentale. Et que dans la société traditionnelle africaine, l'homme soit supérieur à la femme. Je voudrais rappeler d'une manière générale, sous le prisme, à l'appui de cette citation, ce passage de Cheikh Anta Diop que vous avez fort bien relevé, que nos sociétés traditionnelles fonctionnaient sur le principe des équilibres. La répartition des rôles entre les composantes d'une communauté était toujours fondée sur des principes d'équilibre. Et lorsqu'on constate que la femme, comme je l'ai dit, est une composante soit égale, soit majoritaire à l'homme, il faut se dire que si nos sociétés ont pu survivre dans la préservation d'un certain nombre de valeurs, c'est qu'on a préservé cet équilibre-là.
de manière concrète, ce n'est pas parce que, et là je réponds à mon cher copanéliste, ce n'est pas parce que l'homme est mis en avant que le rôle de la femme est moindre. Ces éléments de courtoisie de nos sociétés traditionnelles. L'homme est en avant, comme on va dire de manière diplomatique, mais la femme qui est en retrait n'a pas un rôle moindre. C'est-à-dire que lorsque le couple ou la communauté s'est accordé, c'est l'homme qui est celui qui représente la famille. Mais la femme avait un rôle très prégnant dans les sociétés traditionnelles africaines. Et nous en avons débattu d'ailleurs à l'occasion d'un colloque sur le droit au développement, sur la participation des femmes au développement en Afrique, avec des anthropologues et des historiens, sur la question de dire que, en réalité, l'oppression de la femme vient avec la colonisation. Parce que la catégorisation des composantes sociologiques est une approche, je ne veux pas dire occidentale, mais qui nous vient d'ailleurs. La hiérarchisation des composantes sociologiques nous vient également d'ailleurs. Et si vous allez faire le parallèle avec les sociétés occidentales, avant les guerres mondiales, les deux premières guerres mondiales que nous connaissons à travers l'histoire, les femmes sont reléguées aux fonctions, je vais dire, aux tâches ménagères. Et c'est l'homme qui a le rôle de production dans la famille. Et c'est avec les guerres et avec la perte des hommes durant les guerres que les femmes se retrouvent, de nombreuses femmes se retrouvent confrontées à l'obligation d'élever les enfants et apprennent ainsi à travailler et rentrent dans la classe ouvrière et découvrent qu'elles peuvent faire autant que les hommes et rentrent en révolte. Ces révoltes-là qui vont être portées et consacrées finalement par les instances onusiennes. C'est dire que ces déséquilibres-là dans les rôles entre hommes et femmes, lorsqu'on va lire à travers l'histoire, ne sont pas inhérents à nos sociétés. La femme africaine ne se révoltait pas parce qu'elle se sentait respectée dans les rôles qui lui étaient assignés. Et au détour, je vais partager avec vous une petite anecdote. Il y a quelques années, je suis dans mon village à Fumban avec ma grand-mère, qui reçoit son frère aîné parce qu'ils doivent discuter de l'organisation des obsèques d'un parent. Et pendant qu'ils sont en train d'échanger, l'épouse de, je vais dire mon grand-père, lui fait une suggestion. Et il s'emporte, il la rabroue très violemment. Donc, j'en suis offusquée parce qu'il utilise vraiment un langage qui n'est pas très commode, qui n'est pas très respectueux. Et quand ils s'en vont, je dis à grand-mère, mais vraiment, dis donc, si chez vous, vous continuez à opprimer les femmes, comment il peut parler à son épouse comme ça en public? Elle me dit, mais laisse tomber, c'est elle qui décide de tout. C'est elle qui décide de tout. Il lui reproche seulement de le lui rappeler en public. En réalité, ils ont convenu, c'est elle qui a convenu de ce qu'il devait dire, parce qu'il est déjà un peu fatigué, il a eu un trou de mémoire, et elle a pris la parole en fait pour le recadrer. Tu vas constater que il a insulté, mais par la suite, il a fait exactement ce qu'elle lui avait demandé de faire. Et donc, moi, ça a entraîné une remise en question de la féministe farouche que j'étais à l'époque, de me dire, est-ce que l'oppression existe vraiment dans nos sociétés traditionnelles? La femme a son mot à dire, mais dans un certain ordre, dans un certain espace. Et ça, c'est la contre-vérité que je souhaitais recadrer. Et en termes de vérité, je félicite la définition de Kezia de l'égalité, qui parle de l'équité dans l'accès aux ressources, dans la répartition des rôles. Et pour revenir à la question homme-femme, ça pose la question de savoir, aujourd'hui, dans la société camerounaise, pouvons-nous affirmer que les femmes ont accès au même titre que les hommes, que les filles ont accès au même titre que les garçons à l'éducation, au poste de responsabilité, à la rémunération,
à la santé sexuelle et reproductive, aux ressources foncières. Est-ce qu'on peut affirmer cela? Je réponds que non. Parce que les études démontrent que, à ce jour, les femmes restent discriminées dans l'accès à un certain nombre de choses. Lorsqu'on parle d'égalité, ce n'est pas l'égalité, mon cher Fabrice, dans le port du pantalon. À une certaine époque, on a dit au Cameroun que les femmes revendiquaient le port du pantalon au même titre que les hommes. Et je me rappelle, j'étais encore très jeune dans certains départements ministériels, c'était interdit à une femme d'entrer avec le pantalon. Tout à fait. Et les dames disaient que c'était déjà une grande victoire en cela de pouvoir porter le pantalon dans les espaces publics. Non. Portons les jupes, portons les robes, interdisons le pantalon, mais ayons accès à l'éducation. Dans le Grand Nord, mon cher Fabrice, où j'ai mené plusieurs consultations, les femmes restent largement discriminées dans l'accès à l'éducation. Parce qu'on estime que si un parent est gentil, il peut laisser sa fille aller à l'école tant qu'elle n'a pas encore trouvé de mari. Et nous avons le plaidoyer que Djaïli Amal a fortement porté sur la question, ce qui a été bénéficiaire du prix Goncourt. Et je veux vous dire également, pour la petite histoire, lorsque j'allais l'année dernière en formation dans le Grand Nord pour l'Agence française de développement, des femmes sur les questions de droit, d'autonomisation, j'ai lu le livre de Djaïli Amal juste pour comprendre l'environnement. Oui. Et j'ai été surprise, voire choquée, de constater à mon arrivée que tout ce qu'elle dépeint dans son livre est bel et bien réel. Les femmes font encore face aux violences, à des violences graves que vous n'imaginez même pas. Il y a encore des histoires où lorsqu'on distribue des kits de nutrition pour les enfants dans les petits villages, les hommes les détournent. C'est-à-dire qu'on arrive dans un village où les enfants sont malnutris, on offre des kits de nutrition pour les femmes contenant des vitamines, du lait, pour les femmes et les bébés, les femmes qui allaitent. Et lorsque les fruits sont partis, les hommes récupèrent. Et les hommes, j'ai eu la surprise de découvrir que dans certains villages du Cameroun, les hommes consomment le lait maternel de leur épouse. Il y a encore des choses qui relèvent pour vous et moi plus ou moins de l'absurde, mais qui sont des réalités. C'est pour dire que la discrimination entre les hommes et les femmes aujourd'hui, la discrimination dont les femmes font l'objet n'est pas une abstraction. Dans l'éducation, aujourd'hui, dans nos environnements citadins, presque toutes les femmes vont à l'école, presque toutes les filles vont à l'école. Parfois, lorsqu'on fait les décomptes dans les classes, parce que le dividende féminin est plus élevé, oui, les filles sont plus nombreuses à l'école que les garçons. Tout à fait. Parfois, elles sont plus appliquées. Mais vous allez être surpris. À partir des études universitaires, la tendance inverse. On a de moins en moins de femmes à cause du taux de déperdition, de déscolarisation. À partir de la puberté, les femmes commencent à abandonner les études parce qu'elles sont exposées à plus de risques pour lesquels la société les protège très peu. Lorsqu'elles entrent à l'université, en plus de ces risques-là, elles subissent la pression sociale qui dit « la femme doit se marier ». Entre études, mariage, maternité, ça devient compliqué. Vous avez beaucoup de femmes qui sont brillantes dans leur parcours scolaire qui abandonnent les études en premier ou second cycle d'études universitaires. Si bien que les femmes qui réussissent à terminer leur troisième cycle d'études sont considérées comme des... Peut-être que vous avez mieux le terme. Les Amazones. Plus ou moins. Et parfois, elles en sortent peut-être aigries, peut-être amères, mais durcies par tous ces éléments de résilience auxquels elles ont dû faire face.
c'est une anomalie. On ne peut pas le dire autrement, c'est une anomalie. Dans l'accès aux postes de décision, ça demeure compliqué. Vous ne pouvez pas avoir plus de 50% de femmes aujourd'hui, mais dans l'accès aux postes de décision, je ne sais pas combien vous en avez au gouvernement. C'est trop faible. Ça veut dire que ça traduit des inégalités. Il y a des inégalités dans la réalité. Lorsque vous voyez l'accès aux soins, aux services de santé, la femme continue d'être la composante qui souffre le plus des maladies infectieuses. C'est la plus exposée. Lorsque vous voyez les taux d'infection au VIH-Sida, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est des chiffres qui traduisent des réalités. Les inégalités sont partout parmi nous. Et de le dire, ce n'est pas, comme Macha Kezia le disait, de vouloir partager le pantalon avec les hommes ou les combattre. Et aujourd'hui, où la thématique de cette année porte sur l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, on se dit que si on ne pose pas les conditions de l'égalité, si on ne peut pas construire l'effectivité de l'égalité que les lois ont déjà largement consacrée, si on ne peut pas le faire ensemble, il y aura un impact durable, il y aura un impact sur les générations futures. Aujourd'hui, les femmes qui sont dans les ménages, parfois la partie la plus rationnelle dans la gestion des ressources, ont très peu accès aux ressources. C'est ça la question. C'est ça pour moi les données du problème. Et j'ai encore un problème avec la deuxième partie de l'intervention de Kezia. Vous voyez, lorsqu'elle dit que la Bible dit que la femme doit être soumise à l'homme. Est-ce que la Bible est une source endogène aux sociétés africaines? C'est une source importée. Vous voyez que la consécration de ces inégalités vient d'ailleurs. Tout à fait. Elle n'est pas africaine. Et s'il faut repenser, reconstruire, je ne vais pas dire l'égalité, ni l'équité, ni la complémentarité, mais la participation au développement, il faut compter avec tout le monde. Alors, si on est tous d'accord, peut-être qu'il y a une distorsion, on est d'accord que avant de parler d'égalité, vu qu'il y a une hiérarchisation et on cherche désormais l'égalité de manière, suite à une certaine importation, il y a l'équilibre originel organisé autour de la répartition des tâches entre l'homme et la femme dans nos sociétés. Est-ce qu'il n'y a pas une distorsion à travers la colonisation? C'est une question que je pose aux trois panélistes. Parce que si la réalité des régions plus ou moins scolarisées, centre, sud, littoral et du Cameroun, est différente, parce que les filles ont également accès à l'éducation, accès à un certain nombre de services de manière plus ou moins égalitaire que les hommes. Dans les zones reculées, par exemple l'extrême nord, la réalité est tout autre. On a justement tiré le fait de ces coutumes-là à l'excès. C'est-à-dire l'homme est au-dessus, la femme subit un certain nombre de choses qui ont été relayées par le docteur Soka. Je ne sais pas, selon vous. Oui. Merci. Comme vous l'avez mentionné, le poids de l'histoire est encore vraiment prégnant dans nos sociétés. Puisque je suis enseignant, dans notre ministère, on parle des zones d'éducation prioritaire. Aujourd'hui, c'est une région de notre pays où l'État s'attelle vraiment à encourager, déjà il y a une politique même au ministère de promotion des jeunes filles, qu'on constate promouvoir les jeunes filles dans les spécialités, dans les techniques et scientifiques. On leur offre des bourses et d'autres facilités pour la formation. Donc, pour faire simple, l'histoire est encore vraiment payante. Il y a des régions où l'école avait été mal interprétée parce que d'aucuns estimaient que elle dévoyait le destin des enfants. Les fils de princes, notamment, c'est même dans plusieurs écrivains africains, pas seulement camerounais, ont abordé cette thématique. Les fils de princes n'allaient pas à l'école. Si vous lisez Les soleils des indépendances de Amadou Kourouma, il y a ce problème qui se pose. Les fils de princes, les fils de roi n'allaient pas à l'école parce qu'on estimait que l'école
enseigner une doctrine qui était autre que la leur. Et donc, le poids de l'histoire est là. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est temps de sortir de cet imbroglio, il est temps d'envisager des perspectives. Bon, en ce qui me concerne, j'ai envisagé la question de la femme dans mon œuvre, dans ce roman, Mon combat de femme, pour faire ressortir ce que j'appelle aujourd'hui les vents de la modernité. Parce que j'ai voulu, c'est un roman que j'ai voulu rendre un peu plus actuel, parce qu'il s'est posé un problème, c'est qu'il n'y a pas longtemps, l'école l'école avait été accueillie, l'école occidentale, si on peut la passer, nous avions aussi notre école en Afrique, l'école occidentale avait été accueillie dans nos sociétés, avec ses contraintes, avec ses exigences, mais à un moment donné, il y a eu une tendance à un relâchement de la discipline et même des valeurs. Certaines valeurs ont été renversées au point où aujourd'hui, nous vivons ce qu'on peut appeler dans un sens de la confusion. Des parents estiment que la scolarisation précoce est une voie de sortie. On y rentre, tout le monde y rentre, ça devient comme un effet de mode. D'autres parents prônent la facilité, même s'ils ne disent pas, à travers leurs actes, parce que les actes sont plus expressifs que parfois plus expressifs que les paroles. Donc, la tendance à la facilité, acheter des diplômes aux enfants, font ci, font cela. Donc, ça fait qu'il y a envie, cette crise-là, si on peut l'appeler ainsi. Donc, dans ce roman, l'intrigue donne à voir une héroïne qui est en quête de liberté. Parce qu'elle vit, une jeune fille de 14 ans, qui réussit l'espoir d'être reçue à l'examen baccalauréat, elle va à l'université. La même année, postule comme concours dans une grande école, elle est également reçue. Mais alors, l'euphorie qui anime ses parents ne sera que par dans la joie, l'espoir que ses parents font sur cette fille, cet espoir ne sera que partiellement comblé. Leurs attentes ne seront que partiellement comblées parce qu'elle vivra plus tard le phénomène de harcèlement sexuel de la part d'un de ses formateurs. C'est un harcèlement sexuel qui est considéré aussi comme un vice et une forme de corruption morale. Et la jeune fille, choquée de cela, éprouvera ce que j'appelle le blues, donc un mal-être, et elle va se révolter. Donc on voit ici une quête, l'expression de la quête de liberté. Donc moi je me dis que, bon, même si le poids de l'histoire est prégnant, même si c'est cela, bon, rendu dans le contexte actuel, les femmes, il me semble que le discours de la révolte a été compris. La nécessité d'un renversement des situations, la nécessité de corriger les erreurs du passé s'impose à nous hommes d'aujourd'hui. Donc l'égalité, en cela, se dévoile ici à travers la quête de cette jeune fille, le combat qu'elle mène pour sortir du piège, sortir du cycle infernal dans lequel elle se trouve. Donc moi je me dis que malgré le poids de l'histoire, il y a lieu de un espoir point à l'horizon. Il y a tout de même lieu d'envisager des lendemains meilleurs. Voilà ce que je peux dire au sujet de ce combat pour l'égalité que j'ai traité dans cette œuvre de fiction. Oui. D'accord. Le roman intitulé Mon combat de femme. Oui. Alors, dans votre environnement de travail, comment vivez-vous cette égalité? Bon, en tant que pédagogue, nous sommes appelé à être impartial. L'égalité se vit quand même. Moi, je ne vois pas tout en noir, même si dans ce roman, j'ai voulu peindre une situation particulière. Je ne vois pas tout en noir. Je ne dirais pas que... Je ne peux même pas me permettre de dire que l'école camerounaise actuelle discrimine. C'est peut-être les conditions d'accès à l'école qui sont peut-être difficiles à certaines personnes, à certains enfants issus des milieux. Parce que vous voyez, l'école est aussi le reflet de la sociologie. Alors, dans les conditions de vie... Les enfants n'ont pas accès à des conditions de vie, mais l'école en tant qu'institution, à mon sens, elle ne fonctionne pas à merveille, c'est vrai, elle a ses problèmes. Aujourd'hui, on vit la crise des avancements et autres, mais je dis, dans son fonctionnement, les enseignants, à mon sens, avec ma petite expérience, sont impartiaux. Nous faisons notre travail avec beaucoup de rigueur et de conscience professionnelle. Une élève qui mérite, même si c'est une fille, si elle mérite, donnez-lui du 18 suivant. Je ne vois pas en quoi je me refuserais de lui attribuer la moyenne parce qu'elle est femme. Non.
Non, j'ai des collègues, je travaille avec des collègues dames qui sont même très brillantes, qui sont très compétentes. Et je leur dis souvent dans le cadre du travail. Donc, la discrimination peut se ressentir peut-être dans certains, peut-être au sortir, mais je crois que dans le fonctionnement de l'institution école, l'égalité, j'ai pu me permettre de dire que l'égalité est quand même une préoccupation majeure à laquelle nous tenons et que nous efforçons d'implémenter, de respecter au quotidien. Peut-être qu'il y a des problèmes connexes. Bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas, le harcèlement ne se vit pas ou quoi que ce soit, mais je dis quand même sur le plan de la promotion des valeurs, sur le plan de la science, nous efforçons de notre mieux d'être impartiaux et de promouvoir l'équité, la justice. Voilà ce que je peux dire à mon niveau en tant qu'enseignant. Merci, M. Mehdi. Kezia, vous qui êtes étudiante, jeune étudiante, on parle de plus en plus du droit de cuissage. Il y a à l'université, il y a des discriminations fondées sur le sexe. Il y a entre camarades, entre les enseignants et vous. Comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le vivez? Quelle appréhension avez-vous de ce phénomène? Okay, before I come to this point, I would like to back up what she said. Okay, as I was talking about the Bible, I wasn't bringing the Bible as a tool to say that is that is what God said. I was just using the Bible to say that people use this verse. Yes, people use this verse to say, even God said in his book, yes, that wives should be submissive to their husbands. And they use it, they apply it in another way in the society. That is, they want to show more superiority because of what they see in the Bible. But if you notice in many churches, even when pastors or fathers preach, they talk about this, saying men do not exaggerate. That's what I was bringing. Coming back to the question on how I perceive inequality in school, in education. I, as a student, I can't say much on it because if it is between students and teachers, for me, I have not yet witnessed on my own something like that. But let me say for some stories I've heard that there are certain things between teachers and students. Like for example, this, how can I call it? This discrimination comes from when a teacher advances to the students backwards, not in class, but somehow or anywhere they meet. Then when he advances, you always see like the times that they'll write a test, the student might have the highest mark or a fail mark and should blame the teacher that it's because he advanced to me or he proposed, I rejected, that is why I have this fail mark, or it's because he proposed to me, I rejected, that's why I'm having this fail mark. So it's like, since he's a teacher and he's a man, they can't fight, they can't talk. So that's what I have to say concerning education. Then concerning teachers and in education, it's true that we have less female teachers in school than male teachers. For that reason, I've not yet want to know about it because I'm still like, it's not my own preoccupation, but it's something I need to work on it because very soon me too will reach to that level. Because I don't really understand if it's that because teachers, female teachers who don't want to come and they don't want to teach in universities, or is that their own documents they come and submit are not accepted? Is it that they are rejected because the people too sitting at the top propose to them, or they refuse? That is why their documents are not accepted. So it's a question for me. It's a question that I'm still asking myself. It's a preoccupation. So I don't really have to say about. I don't really have much to say about it. That's my own facts. Votre vécu, Dr Souka, dans votre univers? Parce que Bon, alors... là, c'est un niveau un peu plus élevé que celui de Kezia. Oh, pas tout à fait, c'est les mêmes réalités. Peut-être que Kezia a une perception de ces réalités-là. Les faits sont les mêmes dans l'environnement universitaire ou l'environnement public. Mais peut-être que moi, je vais avoir une lecture différente des mêmes faits. Je voudrais déjà dire, puisqu'on parle de partage d'expérience personnelle, que je pense que toutes les femmes qui sont dans l'environnement éducatif ou professionnel
ont déjà au moins été exposées aux discriminations, même si elles ne les ont pas subies. J'ai commis un article il y a quelques années sur les obstacles à la mise en œuvre du protocole de Maputo sur les droits des femmes. Nous partons toujours de la posture qu'il y a une approche africaine de la protection des droits des femmes qui prend en compte nos coutumes, nos traditions, nos réalités. Ces équilibres dont je parlais tout à l'heure, qui a été consacré dans les instruments africains par des Africains. Ce n'est pas pour rien que vous avez une convention des Nations Unies sur l'élimination des discriminations raciales, des discriminations à l'égard des femmes, et vous avez une convention africaine sur les mêmes questions. Ça veut dire qu'on a voulu prendre en compte ces réalités de manière contextuelle. À noter peut-être, pour vous permettre cette parenthèse, que je crois la charte africaine des droits de l'homme et les peuples est certainement la seule à mentionner à la fois les droits de l'homme et ceux des peuples. Et ceux des peuples, tout à fait. Il y a une partie droit, il y a une partie devoir qui est distincte de celle des autres systèmes. Des autres instruments, c'est-à-dire qu'elle met l'accent sur la dimension communautaire. C'est la principale particularité de la charte africaine. La préservation des équilibres au sein des communautés. C'est pour ça qu'elle consacre les droits de l'homme et des peuples. C'est-à-dire qu'elle va consacrer plus d'équilibres collectifs que les individualités. Dans les équilibres collectifs, on va avoir des droits reconnus aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, ainsi de suite, aux jeunes. Ça, c'est des spécificités africaines qui sont réceptionnées par nos États, qui les consacrent, qui les valident également, qui sont traduites dans les politiques publiques. C'est ce que vous illustrez très bien tout à l'heure en disant à l'école, il n'y a pas une directive qu'on donne à un enseignant pour discriminer un garçon d'une fille. Le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème se situe au niveau de la consécration sociale des rôles qu'on attribue au sexe. Le problème part de là. Chez nous, on dit que l'homme est comment? L'homme est viril, il est fort, il est dominateur, il est puissant, il est riche. Vous voyez ces clichés-là? Oui. La femme, elle est comment? Elle se caractérise par quoi chez nous? Elle doit être douce, elle doit avoir des belles formes, elle doit être féconde. Ce sont des clichés que nous tenons plus ou moins souvent pour vérité entendue. Si une femme parle avec une voix d'homme, ce n'est pas une vraie femme. Si elle s'habille comme un homme, ce n'est pas une vraie femme. Si un homme a une voix fluette, ce n'est pas un vrai gars. S'il n'est pas costaud, ce n'est pas un vrai type. Alors, ces clichés qu'on attribue, ces rôles qu'on colle aux gens suivant leur sexe, ont des conséquences sur le comportement social. Vous voyez? On va dire que plus que la femme doit être douce, doit être gentille, doit avoir des formes, c'est-à-dire on va attribuer un rôle sexuel à la femme, socialement. On résume très souvent d'abord la femme à son sexe, avant de lui prêter peut-être d'autres considérations accessoires. Ah, elle est quand même intelligente, tiens donc. Ah, elle peut réfléchir, elle peut conduire un taxi, elle peut... On est surpris. C'est un raisonnement analogique dans lequel on est surpris de voir que la femme peut sortir du rôle traditionnel qui lui est assigné. Alors, quelle sera la conséquence? La conséquence sera que, à l'école, pendant que vous enseignez de manière impartiale, indifférente, l'homme et la femme, mais la femme elle va être taquinée par vos collègues, par ses camarades, sur le chemin de l'école, elle va être harcelée. Considérez le taux de déperdition scolaire quand les filles entrent en puberté et vous allez comprendre qu'elles subissent des facteurs de pression supplémentaires par rapport aux garçons qui les exposent et qui construisent cette vulnérabilité-là. Est-ce que vous voyez? La fille va arriver à l'université. Moi, je me rappelle, pour revenir à mon expérience personnelle, lorsqu'on allait au resto universitaire, on disait, mais toi, là, tu es toujours au resto universitaire, tes mamies sont percées. Attendez, on est tous ici au campus ensemble.
On arrive à 5 heures pour réserver les places. Nous, à l'époque, il fallait venir tôt pour réserver les places. Je prépare quand? Toi, là, tu es toujours les garçons mangent. Tes mamies sont percées. C'est-à-dire qu'on estime que même si vous êtes étudiant, garçon comme fille, à un moment, toi, tu es quand même la fille, tu dois préparer. Tu es quand même la fille, tu dois te faire draguer. On ne peut pas être foiré, toi aussi, tu dis que tu n'as pas d'argent, tu fais ça comme une jolie fille comme toi. Et ces messages-là entrent avant d'arriver même à l'école, dans la cellule familiale. Vous avez 20 ans. Dès que vous avez il y a un petit souci à la maison, la maman dit, les filles de ton âge sont déjà mariées. Tu n'as pas vu la fille de l'autre qui a épousé un gars qui s'occupe de la famille. Toi, tu ramènes toujours les bandits ici. Vous voyez, les frères et sœurs, vous ramenez un ami, un partenaire qui n'est pas nanti, mais les frères se fâchent. Que notre sœur ne peut pas marcher avec un gars pauvre. Est-ce que vous la vendez? Vous voyez, il y a cette conception, je ne sais pas, populaire ou sociale, ou cette lecture sociologique qui est très prégnante. Et qui a finalement un impact sur les comportements, qui entraîne le désistement, qui construit la vulnérabilité. La femme dans les milieux scientifiques va souvent être réduite à son sexe. Plus vous évoluez dans les sphères de compétences, plus vous êtes exposé au harcèlement sexuel et à la discrimination. Parce que la société n'accepte pas. Pourquoi cette fille vient se retrouver dans les sphères des hommes? C'est-à-dire que vous cassiez ce plafond de verre-là. Alors pour vous réduire à votre sexe, on va plus souvent vous faire la cour. Pas parce qu'on vous trouve jolie, mais parce qu'on veut vous résumer à un rôle. On dit, il faut que tu retrouves ta place. Vous voyez, en entreprise, plus une femme sera peut-être brillante, plus on aura envie de lui faire la cour pour déconstruire quelque chose. J'ai une étudiante dans une filière technique qui est en licence technologique, la seule fille de toute sa promotion. Et alors, elle a déjà déposé plusieurs requêtes pour harcèlement sexuel qu'elle subit de ses camarades. C'est une réalité. J'ai participé à une réunion de l'Académie des femmes médecins, la Société camerounaise des femmes médecins, il y a quelques années, qui posait le problème de l'éducation l'éducation des filles au niveau universitaire, ou des contraintes auxquelles les femmes font face. Où vous avez une fille qui est brillante, qui arrive en 3e, 4e année de médecine, qui est la majeure de sa promotion toutes les années, et qui abandonne ses études parce qu'elle est enceinte. Et qui est le père? C'est son camarade, qui est peut-être moins brillant qu'elle, mais qui n'est pas exposé à devoir abandonner ses études parce que ce n'est pas lui qui porte la grossesse. Et qui finalement, lui, va terminer son cursus de formation. C'est des questions qui font réfléchir. Moi, j'ai vu la Société camerounaise des femmes médecins, les aînés, les seniors, réfléchir pour dire, dans cette condition-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle n'abandonne pas? Parce que lorsqu'on voit une fille qui est brillante, qui abandonne ses études en 4e, 5e année de médecine, parce qu'elle est mère célibataire, parce qu'il faut nourrir l'enfant, parce que les parents ont abandonné, on a dit tu n'accouches pas à la maison, ça fait mal pour les enseignants. Parce qu'on voit un profil qui se perd, on ne sait pas comment elle va rattraper ça. Si elle fait 2-3 ans, elle a 2-3 maternités, comment elle fait pour revenir? Et les médecins, elles s'organisent aujourd'hui à la fac. Quand une fille est enceinte, on s'organise pour qu'elle puisse venir avec son bébé, que ce soit durant la grossesse ou après. C'est-à-dire on renforce le suivi chez cette personne-là. C'est les enseignants qui vont l'appeler, la mettre sous pression, on revient à l'école. Parfois, vous voyez une fille brillante qui disparaît, elle vous dit après, mes parents m'ont trouvé un fiancé. Qu'est-ce que ça veut dire que tes parents t'ont trouvé un fiancé? Est-ce que le fiancé, lui, aurait abandonné ses études ou refusé une bourse de formation à l'étranger parce qu'il a une fiancée? Vous voyez, les considérations sociales viennent peser sur la liberté de choix et de décision pour les filles. Dans un contexte de vulnérabilité économique ambiante, la fille sera plus exposée à, je ne sais pas, à vendre ses faveurs. À l'université, combien de parents
ont la possibilité de financer les études supérieures de leurs enfants, toutes les études supérieures. À un moment, il y a beaucoup de jeunes étudiants et étudiantes qui sont abandonnés à leur propre sort, qui vont donc être des proies pour les potentiels prédateurs dans l'environnement immédiat. Et les hommes le savent. C'est pour ça que la jeune étudiante va être une proie facile. Vous voyez, ce sont des réalités. C'est la société qui construit et qui cristallise ces vulnérabilités. C'est pour ça que dans des réflexions comme celle-ci sont importantes, à mener conjointement avec les hommes, parce que finalement, les femmes, c'est qui? Ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, ce sont nos filles. Les enfants que vous élevez aujourd'hui de manière égale, équitable, vous ne souhaiteriez pas que ces gaps se créent par la suite et donnent moins de chance à vos filles qu'à vos garçons. Donc, vous voyez, à un certain moment, il va falloir soutenir celle qui est exposée à la vulnérabilité pour qu'elle puisse tenir. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, s'il faut déconstruire la vulnérabilité des minorités, mais des femmes en particulier, il faut le faire ensemble. Okay. Si on considère déjà que la femme est vulnérable, c'est acquis que l'homme va avoir tendance à la protéger en fonction de sa fragilité, de ses faiblesses. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas une certaine absorption par la femme, même par les femmes, de leur féminité et de leurs atouts naturels? Parce que je rappelle justement à propos une belle étude publiée récemment par Anne-Laure Bonjao, oui. Jeune fille soutien de famille à Yaoundé. C'est-à-dire, on constate qu'il y a des jeunes filles, justement, comme vous le mentionnez tout à l'heure, elles sont jeunes, elles sont dans la vingtaine. On ne sait pas clairement ce qu'elles font, mais elles se retrouvent à soutenir la famille, les rations alimentaires, payer l'école de leurs petits frères, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'elles-mêmes, au fond, il n'y a pas une certaine assomption de cela et une tendance vers la facilité? Parce qu'on va parler de vulnérabilité économique, mais la vulnérabilité concerne tout le monde, y compris les hommes. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine assomption? Si, tout à fait, parce qu'elles vont accepter le cliché social majoritaire. Elles vont accepter de se résumer au rôle social qui leur est assigné. Vous voyez, lorsqu'on va voir une femme qui est peut-être, qui a une belle plastique, faire des études, on va dire, tiens, pourquoi tu fais des études? Parce qu'on se dit, mais elle peut se vendre, elle peut réussir plus facilement, disons-le ainsi. Et donc, la tendance majoritaire va aller à l'acceptation. C'est-à-dire que la femme qui va refuser d'être considérée comme, d'être résumée à son sexe, c'est qu'elle se révolte contre le cliché généralement accepté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement parce que la jeune fille qui a 17 ans, qui est très jolie, qui ramène, qui se fait déposer par des gros véhicules, ça n'énerve personne, hein, surtout pas les parents, très rarement. Du tout. On trouve qu'elle rentabilise très bien sa beauté. Elle est efficace. Elle est efficace. La jeune fille qui est capable de financer, de pouvoir aux besoins de la famille. Je vous dis même les filles qui viennent des familles qui ne sont pas, qui sont à l'abri du besoin. Tout à fait. Qui va ramener un fiancé qui est nanti. On ne va pas se demander, poser des questions existentielles. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous avez un projet de vie? Ça n'intéresse personne. Ma fille a eu un bon parti. Vous voyez? C'est la consécration de ce cliché-là qui se matérialise de la sorte. L'autre point également, c'est que lorsque un groupe est catégorisé comme vulnérable, il organise une forme de résilience. Oui. Qui se traduit par une espèce de révolte. C'est-à-dire que lorsqu'il sera en position de pouvoir, il va être exposé à en abuser, à utiliser les autres parce que la société l'a déjà considéré comme faible. Donc la femme à qui la société enseigne qu'elle peut s'affirmer, elle ne peut réussir, s'affirmer que par la domination sexuelle, pour parler ainsi. Elle va utiliser cet atout-là pour dire que puisque c'est l'atout que la société me donne, on dit que c'est ça qui me caractérise, qui m'identifie, je vais donc utiliser ça.
pour réussir. Et c'est ce qu'on voit, justement. Hein? Les femmes, malheureusement, et surtout les jeunes femmes, consacraient la réussite par le corps, malheureusement. Mais s'il faut aller fouiller aux sources, ça part de notre éducation. Et ça, il faut établir les responsabilités au niveau de la société aujourd'hui. Hein, on n'est plus au niveau de la responsabilité des gouvernants, mais c'est des responsabilités individuelles. Quel est le regard que je pose sur ma sœur, sur le rapport homme-femme entre ma sœur et les autres, entre ma fille et les autres, entre ma mère et les autres? C'est des questions qu'on doit se poser. La société est extrêmement violente envers la jeune fille qui est jolie et qui refuse de se s'identifier, de se laisser identifier par son corps. La société est violente. Est-ce que là, ce n'est pas finalement pour celles qui souhaitent avancer sur le plan social par les canons bien de voie normale, une sorte une volonté de démonstration de force que l'expression d'une certaine passion? Je prends un exemple, une jeune dame qui décide de faire dans la métallurgie, bien de travailler dans la céramique, des activités coutumièrement dédiées ou bien perçues comme activités pour hommes. Est-ce que c'est davantage, ce n'est pas davantage un besoin de démontrer qu'on peut aussi faire comme les hommes dans cette expression? Question ouverte. Oui, mais merci Fabrice. Au-delà de la responsabilité individuelle qu'a évoqué Madame tout à l'heure, je pourrais également rajouter de l'eau à son moule en disant que ce phénomène de vulnérabilité qui s'exprime par des velléités d'affirmation de soi à travers la quête du bien, la quête du bonheur matériel, des biens matériels, par des voies vraiment peu orthodoxes. À ce niveau, je dirais qu'il y a également ce que je peux appeler les vents de la modernité, c'est-à-dire des courants de pensée, des idées qui sont diffusées par les médias. Aujourd'hui, nous avons un lexique qui est entré dans notre discours, à savoir les influenceuses. Oui. Qui influenceuses? Les influencent en quoi? Avec quoi? Oui, on peut bien s'interroger. Quand vous questionnez ce concept, oui, quand vous questionnez ce concept, vous voyez que c'est des gens au parcours, bon, je n'ai rien contre ces gens, mais des gens au parcours peu singulier, ils n'ont pas de parcours atypiques, et qui veulent se poser comme des modèles pour la jeunesse. Et c'est l'attention pour nous d'attirer l'attention des jeunes, parce que la jeunesse, on revient donc là à l'éducation, d'attirer l'attention des jeunes, que ne vous laissez pas emporter par des schèmes, des clichés, les courants modernes, les schèmes, des clichés, des valeurs contre-productives, où on vous dit qu'il faut être riche, il faut pour être riche, il faut être aisé, en sacrifiant le travail, en sacrifiant le sens de l'effort. Cette tendance à adopter un mode de vie facile. Vous voyez, parce qu'on devient riche comment? Soit par l'héritage, soit par le travail. Mais vous voyez les gens qui n'ont rien reçu des parents, sont des milieux, bon, je n'ai rien contre les origines, des milieux modestes, mais subitement, qui mènent un vie princier, pose la question, est-ce le travail? Comment est-ce qu'ils ont accédé à ce luxe? Est-ce par le travail? Est-ce par l'héritage? Et même si quand même ce serait l'héritage, cet héritage doit être comment dire, développé, doit être entretenu, doit être pensé. Donc, je me dis que la tendance à la vie facile, l'imitation des contre-valeurs diffusées par les médias, constitue également un facteur qui contribue à ce que nous voyons aujourd'hui, à ce comportement. Donc, en un mot comme en mille, nous devons revenir à l'éducation. Les familles, la pauvreté. Quand j'étais jeune, on nous disait que la pauvreté n'est pas un vice. Être pauvre n'est pas un vice. Parce qu'aujourd'hui, l'important, c'est qu'on prenne conscience de sa situation de pauvre et qu'on se mette au travail. Donc, le travail est encore une valeur enseignée à notre jeunesse. Donc, promouvoir les valeurs positives. Donc, on revient donc à l'éducation.
que l'éducation reprenne ses valeurs. Elle a évoqué la Bible, qui est une référence chrétienne. Tout le monde n'est pas catholique, tout le monde n'est pas chrétien, mais quand même, on peut la lire, même sous l'angle scientifique, on peut la lire comme l'histoire, je ne sais pas si vous, excusez-moi, comment dire, la rencontre de l'homme. L'histoire, la rencontre de l'homme avec le divin, mais également comme l'histoire d'un peuple, le peuple élu, le peuple juif. Donc, cela, la Bible est un livre qu'on peut parcourir, même sous l'angle scientifique. Donc, comme un outil de structuration sociale. Oui, comme donc moi je recommanderais aux parents, aux familles de reprendre leur rôle. Parce que la vraie éducation commence dans la famille et se poursuit à l'école. Avant de passer la parole à nos deux jeunes dames qui ont suivi l'échange depuis le début, on va laisser peut-être la parole à Kezia pour I just compléter. want to add a few on what he said. Concerning what he said I want to add something. Okay, there are certain conditions that we girls or women are exposed to that also pushes them to do certain things. This discrimination also, as he said, comes from some family members. Like, let me take for example with these young girls that the parents send them to school. Then once they take in the pregnancy, the father is like, I had hope in you, I saw you, I took you to be the future, the hope of the family, but see where you have ended, see what you have come back with. He removes his hand and says, I won't take care of you again. The person taking care of you, he proved that he has money. Abi, go out, go and take care of your child. So she's exposed now. She's now forced to leave school because she wants to go and look for what to feed the child with. Especially these girls who have this, especially these girls that don't want to abort because abortion is not good. So they are forced to go and look for what to eat out there. Then the boy who did the activity, either he rejects the child, or he runs away, or at times he accepts that he is the author but does not want to take care of the responsibilities. So the girl now is forced to do certain things for the pregnancy that sometimes that it can push her also to continue with, she wasn't doing prostitution but force her to go and do prostitution, because not that she wants to imitate these stars or celebrities, but because she wants the future, she wants the best for her child. So she's exposed, she's forced to do certain things against her will. Meanwhile, the person in charge or the father, there are certain fathers that they don't care about it. They don't care about what the girl is suffering out there. They just wait when she'll succeed in life or when she'll be successful. That's when they'll come back and say, my daughter, my daughter. The same thing with the boy too who impregnates the girl. He knows that he's a father to the child, especially if she puts to bed to a girl child. He knows he's a father to the child. And one day, the child will look for him. So he does not care about it. You say, oh, it's my child, even though I don't take care of him. When he'll grow up, he'll want to come back to look for me. And the mother will sponsor the child to school for education. When he'll be successful, that's when the dad is now coming back to say, that's my son. With girls, it happens when it's time to pay the bride price. They'll say, because they always say in our tradition, in our culture, they always say we should go and pay but to the father, to the child. So they care less about if you brought up the child. Like I can say, I take care of a child, but it's not my child. I bring up the child. Meanwhile, the father is alive. They'll first see the father to the child, even though he didn't participate in taking care of the child. That's it. They'll first go to him. He asks him what he wants. Then they start paying from him before coming to the family of the girl who took total responsibility on the child. And this now, it is also, yes, this too is, how can I say, it's a negative impact in her life because she's forced to leave her education because she wants to take care of the child. Then, as she's leaving her education, the good thing is that if she succeeds in paying the child's education too, if he succeeds too in life, he will help her too in her situation, but she will grow up to be an illiterate, but the child is illiterate. Then there are also situations too in life that, let me take for example with these Muslims, like the girls that are going to school, some have great dreams to become high personalities in the society, but their dreams are always cut off from their fathers. The fathers are like, you can't continue with the education because
if you continue with the education, once you get into your marital life, you won't respect your husband. You'll be too proud. You then talk back at him, saying that what he earns, you too you earn. So you will not take total responsibilities. You'll be lazy, because when it will be time to cook in the house, you won't cook food. You won't have time to take care of your children. So the father will be like, she cannot continue with school. She has to sit back at home, learn from her mom. Then the male will be the ones to go to school. So according to them, only male can go to school, because they're the ones to go in and look for wives to bring in the family. Meanwhile, the girl, she's going out of the family to join another family. As she's going to join another family, I don't want to hear certain things like she has been badly brought up. So according to them, the education now is showing the house how to do house chores, cookery, and many other things. So that is why, that is their own perception. Meanwhile, in this modernity, our own perception is that a child, she learns at home, so as she also learns at school. In education, it teaches her to be the best civilized education, educates her, teach her many things. Then at home, how to do cookery, house chores, and many other things. But they most often look on one side, one part of it. They mostly focus on the housewife. When they always say we have wife material, they always focus but on that area, because they want her to be the best wife material and not be a wife material and also how can I say illiterate. So that's it. So that's what also pushes them to send their daughters for early marriage. Then they're also forced to sit at home, put to bed, take care of the house, do house chores, be housewives. Meanwhile, the men go out, go to school, look for money, come back to feed the family. So these are the other points too that forces the girls to go into not marriage, to do certain things they are not out of their own will, not because they want or because they want to imitate others, but because their parents too are of great impact to their education. Because educating a child does not only mean going to school. We have many ways to educate children. So according to them, that's the best education they have for the child. Thank you, Kezia. So, oui, vous vous présentez, si vous avez un commentaire ou une question à poser, vous le signalez. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, je suis Angèle Bassa. Puis diplômée de l'USTIC, transfert des sciences et de l'information de la communication. Bon, j'ai une question à vous poser, madame. Bon, peut-être deux. La première, c'est de savoir, est-ce qu'il faut négliger l'impact de la religion sur l'avancement de l'égalité homme-femme? Parce que déjà, il faut savoir que bien que la religion n'est pas le notion de l'origine, elle est là. Nous l'utilisons, nous grandissons avec nos parents nous éduquent avec ça. Est-ce qu'il faut négliger cet impact-là? Et deuxièmement, je parlerai de la maman. Est-ce que l'éducation que la maman donne à la maison entre la femme et son enfant garçon et son enfant fille n'a pas aussi un impact? Parce que quand on grandit, maman te dit non, il faut aller à la cuisine, le garçon lui va balayer le salon. Est-ce que ça n'a pas un impact aussi sur l'égalité homme-femme? Merci. Merci à vous. Oui. On prend un peu de questions. Oui, d'abord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi c'est Florian Chouala, je suis étudiante en édition art graphique, niveau 3. Bon, je n'ai pas de questions. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis du même avis avec M. Bendy et Kezia. L'éducation commence d'abord par la famille. Parce que la famille c'est le modèle de la société. Donc, tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui, c'est le reflet de ce qui se passe dans les familles. Comment est-ce qu'on nous éduque à la maison? Quelle est l'éducation que la mère ou le père donne à son enfant, fille et à son fils? Quels sont les critères? Comment est-ce qu'ils font déjà? Est-ce qu'ils disent à la fille non, toi tu dois faire telle chose et le garçon doit faire telle chose?
Parce que dans nos familles, on a l'habitude de voir, on dit, la fille, tu dois te lever le matin, tu fais la vaisselle, tu pars besoin de l'eau, tu prends soin de la famille, tandis que les garçons dorment. Donc c'est un peu ce que j'avais ajouté. Merci. Merci. Docteur Souka, vous avez des questions qui vous intéressent. Merci pour les questions posées. Sur la première question concernant l'usage qui peut être fait de la religion qui nous influence, des religions importées Oui. qui nous influencent largement aujourd'hui, il faut dire que l'Afrique aujourd'hui est à la croisée des chemins. À la faveur de la mondialisation, nous subissons beaucoup d'éléments culturels importés qui ne sont pas nécessairement néfastes, nocifs. Mais je pense qu'il faut en faire une réception sélective et prendre le meilleur de ce qui vient de chez les autres. Il me revient que dans nos sociétés, on ne met pas généralement en contexte ces supports d'information. C'est-à-dire que du point de vue scientifique, on va considérer les supports religieux, ces sources-là, comme des sources qui peuvent être, comment je vais dire, qui peuvent être critiquables, vous voyez. Or, le contexte dans lequel nous avons reçu ces sources-là fait que nous les prenons souvent pour des vérités arrêtées. On s'autorise difficilement à critiquer quelque chose qui sort de la Bible. Il faut quand même rappeler que la Bible est un document philosophique qui a été écrit sur plusieurs siècles par diverses sources, en plusieurs langues, largement traduites, parfois dénaturées à travers le temps. Mais ça demeure un recueil qui contient des éléments de code moraux qui sont exploitables, qui peuvent servir de guide à l'homme. Mais je dis encore qu'il faut en faire une réception sélective. J'ai du mal, lorsque on parle des droits des femmes, avec le mythe créateur, tel qu'on le retrouve dans la Bible. Voyez-vous, toutes les sociétés ont un mythe créateur de l'homme ou de la femme. Si vous allez comparer le mythe créateur biblique avec le mythe créateur, je crois, des Bétis, tel que je l'ai lu dans le livre de Séverin Cécile Abega, il y a une différence. Dans le mythe créateur des Bétis, la femme est une entité qui subissait l'oppression de l'homme et qui allait un jour en brousse et elle a croisé une entité qui a demandé à habiter en elle et qui lui a donné du pouvoir. À partir de ce moment-là, il y a eu une sorte d'équilibre dans la répartition des rôles en société, sur la base du pouvoir qu'elle avait acquis en brousse. Donc, à travers ces mythes-là, on vous démontre déjà que l'homme a sa force, qui est peut-être innée, et la femme a également une forme de force qui est acquise. Et que les deux doivent s'équilibrer. Vous voyez, dans le mythe biblique, on vous dit que la femme, quand on a fini de créer l'humanité d'abord, la nature, puis les animaux, ensuite l'homme, tout était accompli. Mais l'homme s'est senti seul. C'est-à-dire que le Créateur, lui, il a fini son projet en créant l'homme. Il n'avait pas prévu de créer la femme. Donc c'est l'homme qui se plaint de solitude. Il dit, chaque créature que j'ai nommée ici, et parlant des animaux, a une compagne. Mais moi, je suis seul. Et Dieu l'endort et il prend un morceau de lui pour fabriquer la femme. On vous démontre que, initialement, elle ne fait pas partie du projet de création. C'est un être par substitution qui vient après la nature, les animaux et l'homme. Je ne sais pas si vous voyez.
C'est un mythe qui me pose un problème. Et en tant qu'être par institution, elle est tirée d'eux. C'est-à-dire que les autres, on les a façonnés, créés. À partir de la glaise, je ne sais pas. Elle, c'est un morceau d'eux. Un greffon. À partir du moment, comment vous pouvez supposer même que cet être-là, dérivé, puisse exister, avoir droit à l'existence au même titre que l'entité dont elle vient? Ça me pose un problème. Vous voyez? Et lorsque vous avez lire la version de la Bible de Louis II révisée, dans les notes, pas Louis II révisé, la Bible de Jérusalem, Oui. dans les notes infrapaginales, on vous dira que cette histoire n'est pas avérée. C'est un mythe qui a été tiré des manuscrits de la mer morte. C'est un mythe. Mais que nous prenons en Afrique pour vérité arrêtée, nous y croyons même plus que ceux qui les ont écrites. Et nous nous fondons aujourd'hui dessus pour consacrer des discriminations. Si tant est que l'islam et d'autres religions monothéistes sortent du judaïsme, que ce soit le christianisme, c'est le même fondement. Oui. Vous voyez, c'est le même fondement et c'est la même perception initiale des rôles de l'homme et de la femme. Je dis que aujourd'hui, on veut bien dire que le féminisme nous vient d'ailleurs. Effectivement, le féminisme nous vient d'ailleurs parce que la discrimination entre l'homme et la femme vient également d'ailleurs. Elles sont consacrées et entretenues par ces supports-là. Alors, il faut être capable d'en faire une réception sélective, de dire que tous ces éléments d'information qu'on a aujourd'hui, à travers les médias, à travers la Bible, le Coran, qu'est-ce qui est bon pour nous, Africains, dedans? Qu'est-ce qui correspond à notre conception du rôle de l'homme et de la femme? Vous voyez? Donc, le conseil que je peux donner, pour répondre finalement à votre question, c'est de faire une réception sélective. C'est difficile en tant que croyant de le faire parce que la religion nous recommande la foi, d'accepter sans réfléchir. Mais bon, s'il faut encore remettre en contexte le cadre de réception de ces supports de foi-là, vous voyez qu'il y avait un intérêt politique à ce qu'on y adhère aussi aveuglément. Donc, on peut déconstruire tout ça aujourd'hui, on peut se le permettre. On n'ira pas en enfer pour autant. Sur la deuxième question, c'est des avis. Ne les tenez pas pour des vérités acquises. C'est des avis issus de mon expérience et de ma lecture des choses. Sur le deuxième point, relatif au rôle de l'éducation, nous avons convenu tous ensemble ici que l'éducation familiale est d'ailleurs le déterminisme principal que l'homme subit avant le déterminisme éducatif et le déterminisme du milieu social ambiant dans lequel il se trouve. Le principal déterminisme, ou même en termes de souhait, le déterminisme qu'on souhaite le plus fort est celui de l'éducation dans l'environnement familial. Vous conviendrez également avec moi qu'on ne peut transmettre que ce qu'on a vécu, ce dont on est convaincu, ce qu'on a reçu. Vous voyez? L'éducation de nos enfants par les réseaux sociaux, par la mode, ainsi de suite, pose la question d'ailleurs d'abord des valeurs que les parents eux-mêmes ils entretiennent. Si vous avez éduqué vos enfants sur la base de valeurs morales fortes, si vous les avez éduqués à être libres de l'argent, je vous assure que quelles que soient les influences qu'ils vont subir par la suite, ils vont se souvenir que ma mère m'avait dit que. Mais il y a un contexte en Afrique et au Cameroun. Après les indépendances, après une relative découverte du système monétaire occidental, on est entré en crise économique. Ce n'est pas des facteurs qui sont ex nihilo sur les conséquences sur l'éducation et la moralité actuelle.
beaucoup de personnes sont devenues des mercenaires. Le secteur informel s'est densifié. Hein? On a mythifié la réussite sociale. On se demande aujourd'hui comment on fait pour réussir. Moi, en tant qu'enseignante, lorsque je suis à l'université, je fais face à des étudiants désabusés qui ne savent pas comment on fait pour s'en sortir, qui sont prêts à tout pour réussir. Qui viennent là davantage parce que c'est une occupation. Parce que c'est une occupation pour tuer le temps. Vous voyez? Et au-delà des enseignements qu'on peut leur donner sur les matières qui nous lient, on est parfois obligé de revenir à ces considérations-là. Reconstruire le modèle éthique. Vous voyez? Quel est notre projet de société? Qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Qu'est-ce que nous véhiculons comme valeur au-delà de ce que nous disons? Pour que les enfants se retrouvent à croire à l'argent, à croire au paraître. Peut-être que nous y croyons nous-mêmes. C'est des questions qu'il faut se poser si on veut sauver nos enfants aujourd'hui parce qu'ils sont en déperdition. L'autre point également de réflexion que je pense nécessaire à ouvrir, c'est que c'est la question du rôle assigné au garçon et à la fille. Nous sommes à la croisée des chemins, je disais tantôt, entre diverses influences. Et il revient aux parents africains aujourd'hui de décider quel rôle il veut pour son fils et quel rôle il veut pour sa fille. Exactement. Vous ne pouvez pas souhaiter avoir une fille qui réussit dans ses études parce que vous l'envoyez à l'école et en même temps, quand elle rentre des classes avec son frère, lui dont il va jouer au foot, c'est elle qui doit laver les assiettes, c'est elle qui doit contrôler comment elle s'habille, qui doit servir son père, qui doit essuyer parce qu'elle doit avoir apprendre à être une femme et ce sont les valeurs africaines. Je dis non. Parce que dans la société traditionnelle africaine, où je disais en entame de propos que les rôles étaient répartis, les femmes n'allaient pas chercher l'argent dehors. C'est l'homme qui avait la responsabilité de donner un toit à sa famille, d'aller chercher du pain. Et la femme avait donc la latitude, elle avait du temps pour s'occuper, se consacrer à l'éducation des enfants. Lorsqu'on dit aujourd'hui que nos mères, nos grands-mères étaient à la maison, elles savaient faire la couture, la cuisine et ceci, mais parce qu'elles n'allaient pas chercher l'argent dehors. Elles étaient justement à la maison. Elles avaient un pourvoyeur. Alors, si aujourd'hui, nous devons choisir le modèle que nous voulons, auquel nous croyons, si nous pensons que ce modèle est le meilleur, et je vous dis, la question reste largement ouverte, il n'est pas prouvé que le fait que la femme contribue à la recherche de revenus est forcément porteur pour la famille. Parce que si le père est dehors, la mère est dehors, qui élève les enfants? C'est la rue. Il faut qu'on s'accorde là-dessus. Si l'homme et la femme doivent aller chercher l'argent, alors l'homme et la femme doivent aussi tenir les tâches ménagères. Parce que sinon, il y a déséquilibre. Et lorsqu'on parle d'équité, d'égalité, ça concerne toutes ces questions pratiques. Je vous assure, moi-même, je suis parent, ce n'est pas facile. Si c'est vous qui devez réfléchir, aller chercher l'argent, contribuer aux charges, revenir, faire la cuisine, surveiller les devoirs des enfants, contrôler leur hygiène, les réveiller le matin, les apprêter, vous perdez le nord. Vous voyez? Et c'est ça qui fait des femmes révoltées aujourd'hui. Parce qu'au final, la femme qui est sollicitée à tout point de vue, parce qu'on dit que ce sont les challenges de la femme africaine moderne. Très bien. À la fin de la journée, elle se pose la question, un homme me sert à quoi finalement? Si je peux payer mon loyer toute seule, si je peux payer l'éducation de mes enfants, leur nutrition, leurs frais de santé, et que je peux en plus les éduquer, leur donner de l'affection, alors peut-être qu'un homme ne me sert que pour des besoins primaires, pour les fonctions de reproduction. Alors c'est des questions qu'on doit se poser profondément. Quel modèle on veut pour nos sociétés? On ne peut pas dire que la femme aujourd'hui doit réussir à couvrir tous ces challenges-là. Je suis très heureuse de voir les pères qui s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants. Et il revient à chaque citoyen, à chaque individu de penser le modèle qu'il pense être juste pour lui et pour sa progéniture. Moi, j'ai grandi dans une famille où mes deux parents travaillaient à l'extérieur et mes deux parents se repartissaient les tâches à la maison. Mon papa était diplomate, mais il avait été cuisinier
dans sa jeunesse, lorsqu'il faisait ses études, et il n'avait aucune gêne à porter son tablier pour entrer en cuisine quand il rentrait le soir, ou à garder les enfants dimanche. Même si on va dire que la femme, la maman a une propension plus accentuée à gérer un certain nombre de choses au quotidien, mais il faut des équilibres. Moi, j'ai appris à faire la cuisine quand j'avais peut-être 20 ans au contact d'autres personnes. À la maison, c'est mes frères qui faisaient la cuisine. Et c'est parce que j'ai bénéficié de ce soutien indifférent que j'ai pu m'épanouir et suivre mes rêves. Mais si je n'avais pas eu ce soutien-là dans la cellule familiale, j'aurais été peut-être autrement influencée par l'extérieur. Vous voyez? J'ai toujours eu des parents qui disaient oui, mais qu'est-ce que toi tu veux? Oui. Qu'est-ce que toi tu veux pour toi? Tu reviens, tu dis, j'ai su un projet avec tel, oui, mais qu'est-ce que toi tu veux d'abord pour toi? Parce que si tu n'es pas équilibré, tu ne peux pas apporter à l'autre. C'est un problème crucial aujourd'hui. Je vous assure, lorsqu'on discute avec les femmes durant des périodes comme celle-ci où on mène des réflexions dans d'autres espaces et qu'on leur parle par exemple des droits, des questions successorales et de la place de l'homme et de la femme dans l'ordre successoral l'un de l'autre, dans le régime de la communauté des biens, les femmes sont désabusées. Beaucoup de femmes vous disent, je me suis mariée, pourquoi? Et nous, on leur répond, mais est-ce que tu t'es mariée pour les biens de ton conjoint? Parce que dans la conception, les clichés populaires, encore une fois, on se dit que quand la femme va en mariage et qu'on signe une communauté des biens, c'est qu'elle va aller s'enrichir avec sa famille derrière l'homme. Et quand la femme comprend que, suivant les termes de la loi, ce n'est pas ça. Dans la communauté des biens, elle se retrouve quatrième dans l'ordre de succession de son mari, qui est deuxième dans son ordre de succession. Quand vous lui expliquez ça, ça fait un déclic. Elle commence à avoir des idées à vouloir investir en cachette. Allez dans les tontines pour voir ce que les femmes mettent comme argent dedans. Les femmes travaillent aujourd'hui, presque toutes. Allez voir combien de femmes cachent leurs revenus à leurs conjoints et combien de couples sont en crise pour ces raisons-là. Parce que la femme travaille, elle ne déclare pas le revenu. Elle pense que c'est l'homme qui doit continuer à être le pouvoir. Parce que c'est ce qu'on lui a dit quand on l'a éduqué. Donc tu vas en mariage pour nourrir. Et que l'homme à qui tu donnes est un gigolo. Alors nous devons réquestionner tout ça. Le modèle d'éducation, ce à quoi les convictions que nous avons personnelles dans la répartition des rôles entre l'homme et la femme et faire des choix en conséquence. Et savoir que ces choix-là vont déterminer l'avenir de nos enfants. Ça ne sert à rien de payer la scolarité aux garçons autant qu'à la fille, en sachant toi-même que cette scolarité ne va servir à rien à la fille. Garde-la à la maison. Fais-lui l'école sous l'arbre ou bien le siksa comme nos grands-mères faisaient. Fais-lui siksa à la maison, qu'elle apprenne la couture, à tenir le ménage, et puis qu'elle comprenne initialement qu'elle est destinée à cela. Et l'Afrique ne sera pas une singularité. Il y a d'autres. Chaque société aujourd'hui a son modèle qu'elle défend. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, on est à la croisée des chemins et on ne sait pas trop quoi choisir. Je crois que... Merci, Dr Srouka Armel, pour cette belle conclusion. Et je retiens d'ailleurs, si les autres compagnons me permettent, la question suivante. Quel modèle veut-on pour nos enfants? Quel modèle de vie, quel modèle de société veut-on pour nos enfants? Une question à l'adresse des parents, des femmes, puisque c'est pour elles que nous avons organisé ce débat. Et à partir de là, on pourra imaginer un certain nombre de solutions pour pallier la crise de l'égalité. Mesdames, Messieurs, c'était la grande question sur Africa TV. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Chaque fois que vous activez cette cloche, c'est l'Afrique qui gagne. À très bientôt. Bonsoir.